Salut les cortiqués, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo consacrée aux 7 piliers de l'intelligence artificielle. Alors pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas technique, cette vidéo est vraiment accessible au plus grand nombre, que vous soyez développeur ou non, mathématicien ou non. Il s'agit vraiment de parler des fondamentaux de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, vous allez être surpris, je pense, par certains d'entre eux, et surtout, vous serez surpris, je pense, encore plus par ma conclusion, puisque j'ai fait quelques petits détours amusants, mais surtout, c'est juste énorme. Allez, on se pose tranquillement, pas besoin d'ailleurs de regarder la vidéo si vous êtes sur votre téléphone portable, vous pouvez uniquement l'écouter, et c'est parti pour les 7 piliers de l'intelligence artificielle, et on va commencer donc par le premier. Chapitre 1, l'automatisation des ordinateurs. Imaginez un instant. Nous sommes en 1956, les ordinateurs de l'époque sont des monstres de plusieurs tonnes qui remplissent des pièces entières et qui ne savent exécuter que des instructions programmées à la main, souvent via des cartes perforées. À ce moment-là, les pionniers du IA se posent une question simple, mais qui va devenir réellement révolutionnaire. Si une machine est capable d'effectuer un travail, comme des calculs, des classements ou des tris, alors un ordinateur peut être programmé pour faire ce travail. C'est-à-dire que la machine, qui a été conçue pour faire une tâche, passe à un autre état, celui d'un ordinateur, où le même dispositif peut faire différentes tâches en fonction de ce programme. C'est ça le tout premier principe fondateur et de l'IA et de l'informatique. Tout travail intellectuel peut, en théorie, être réalisé, simulé par un ordinateur. C'est ça, fondamentalement, le premier principe. À l'époque, bien sûr, les ordinateurs étaient encore lents avec des capacités de mémoire très limitées. Mais les chercheurs, eux, étaient déjà convaincus que les véritables obstacles n'étaient pas tout ce qui était lié à la puissance de calcul, mais bien notre incapacité à écrire des programmes assez intelligents, à programmer pour exploiter ces machines au maximum. En d'autres termes, ce n'est pas le matériel qui bloque, c'est le logiciel. Il s'avère qu'après on a découvert que c'était aussi le matériel, mais chaque chose en son temps. Il voyait déjà que la programmation était la clé pour transformer ces ordinateurs en simulateurs d'intelligence. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, si on peut décrire précisément un processus intellectuel, alors on peut le traduire en instruction pour une machine. Exemple concret, on va prendre le jeu d'échecs. Si on décrit les règles du jeu et les stratégies gagnantes sous des formes d'algorithmes, un ordinateur, en théorie, peut jouer comme un humain, voire mieux. C'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, à condition d'avoir une mémoire suffisante et une bonne programmation. Ce principe d'automatisation est donc le socle de toute l'intelligence artificielle et aussi de toute l'informatique fondamentalement. Simuler des comportements humains grâce à des programmes bien conçus, c'est un des piliers de l'intelligence artificielle. Et de cette intuition qu'est née toutes les recherches qu'on a eues en intelligence artificielle pour écrire les bons programmes, pour que des ordinateurs deviennent intelligents. Et on parle de choses qui ont été réalisées dans les années 70, 80, 90. C'est-à-dire que ce n'est pas neuf comme idée. Voilà le premier pilier de l'intelligence artificielle. Le deuxième pilier est tout aussi fascinant, c'est l'usage du langage par une machine. Après avoir compris qu'un ordinateur pouvait simuler un processus intellectuel, lors de la conférence de Dartmouth, les pionniers, les créateurs de l'IA, se sont demandé « Et si une machine pouvait manipuler un langage comme le fait un humain ?» À première vue, ça peut paraître banal. Après tout, un ordinateur manipule déjà des chaînes de caractères. Mais là, il ne s'agit pas juste de traiter du texte, il s'agit de faire en sorte qu'un ordinateur comprenne et utilise le langage pour raisonner, pour faire des déductions et exprimer des idées complexes. Pour John McCarthy et ses collègues, une grande partie de la pensée humaine se fonde sur la manipulation de mots et de concepts selon des règles logiques. En d'autres termes, notre cerveau calcule, entre guillemets, en associant des mots, des idées et des concepts pour former des raisonnements. Un exemple concret, quand on entend un chien est un animal, on comprend naturellement que tous les chiens sont des animaux, avec une règle logique qu'on applique mentalement. Et les chercheurs voulaient que les ordinateurs fassent la même chose. Imaginez la révolution que ça représente. Si un ordinateur pouvait comprendre et manipuler les relations entre les mots, il pourrait donc former des hypothèses, tirer des conclusions,
répondre à des questions complexes, traduire automatiquement des textes. À l'époque, ces idées étaient complètement nouvelles. On n'avait encore jamais tenté de faire un programme capable de comprendre et de manipuler le langage comme un humain. Les pionniers de l'IA proposaient donc d'explorer comment introduire les notions de raisonnement linguistique dans un programme informatique. Pour eux, le langage n'était pas qu'un outil de communication, c'était un outil pour structurer la pensée elle-même. Il évoquait déjà l'idée de généralisation. Si on apprend un nouveau mot, comment en déduire de nouvelles phrases et idées à partir de ce mot? C'est un défi énorme quand on y pense, quand on appelle aujourd'hui la sémantique ou la représentation des connaissances. Aujourd'hui, on voit cette idée à l'œuvre dans les chatbots et les assistants, les LLM, qui essaient de comprendre nos questions pour nous répondre. Mais à l'époque, c'était une véritable révolution intellectuelle. Bref, ce deuxième principe fondateur de l'IA, qui a été pensé à Dartmouth en 1956, encore une fois, c'est hallucinant. Comment faire pour qu'une machine comprenne et manipule le langage comme un être humain? C'était un pari audacieux. Et c'est ce qui a ouvert la voie à des décennies de recherche sur le traitement automatique du langage naturel, ce qu'on appelle le NLP, et tout ce qui s'en est suivi jusqu'à aboutir aux LLM, qui sont peut-être la meilleure illustration de cette idée initiale. Il aura fallu quasiment 70 ans pour y arriver. Le troisième pilier, ce sont les réseaux neurones. Après avoir exploré l'automatisation et le langage, les fondateurs, les pères de l'IA, lors de la conférence de Dartmouth, ont abordé une question fascinante. Comment construire une machine capable de raisonner et d'apprendre comme le cerveau humain? Vous devez comprendre que l'analogie entre biologie, neurosciences, humain et intelligence artificielle a été posée dès le début. La question, elle est simple, mais c'est là qu'entrent en scène les réseaux neurones. L'idée, c'est s'inspirer du fonctionnement du cerveau, un réseau géant de neurones biologiques, pour construire des modèles mathématiques et informatiques capables de reconnaître des formes, des idées et d'apprendre par l'expérience. Les chercheurs de l'époque, comme Pitts, McCullough, Minsky et d'autres encore, avaient déjà commencé à modéliser le cerveau sous forme de réseaux interconnectés, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux de neurones artificiels. En fait, on appelle ça des réseaux neurones. Ces réseaux étaient constitués d'unités simples, reliées entre elles, et capables d'échanger des signaux. Leur but? Créer un système qui puisse reconnaître des formes et des schémas, apprendre à partir d'exemples, former des concepts à partir d'expériences répétées. Alors attention, petite clarification, on peut avoir des réseaux neurones qui s'améliorent au fur et à mesure à chaque itération, comme ce qu'on fait avec du reinforcement learning, du RL. On peut aussi avoir des réseaux neurones qui nous permettent de créer donc un modèle qui sera lui statique. On l'entraîne d'abord, on l'utilise après. C'est ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning in batch. À Dartmouth, les pionniers de l'IA voulaient approfondir cette idée. Comment organiser un réseau neurone pour former des concepts? Ils savaient déjà que certaines expériences avaient montré des résultats prometteurs, mais beaucoup restait encore à faire pour comprendre comment ces réseaux pouvaient abstraire, généraliser et raisonner. Abstraire, généraliser et raisonner. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'on montre à un réseau neurone des images de chats et de chiens. Au début, il ne comprend rien. D'ailleurs, vous pouvez le faire avec du CNN, vous trouverez des codes exemples là-dessus. Mais après des milliers d'exemples, il finit par distinguer les caractéristiques qui font qu'un chat est un chat et qu'un chien est un chien. C'est ça, la capacité d'apprentissage supervisée par l'abstraction. À l'époque, on n'avait ni puissance de calcul, ni les bases théoriques solides pour construire des réseaux très profonds tels qu'on les a aujourd'hui, le deep learning. On était au balbutiement. Le premier réseau neurone, c'est 58-59. Pareil que le concept même de machine learning a été formalisé que 2 ou 3 ans après la conférence de Dartmouth. Mais l'idée fondatrice, les idées fondatrices étaient déjà là lors de la conférence de Dartmouth. Ce chapitre sur les réseaux de neurones est essentiel car il pose la question suivante. Peut-on imiter l'intelligence humaine en reliant des unités simples pour créer des comportements complexes? Les pionniers de l'IA pensaient que la réponse était oui. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait avec les réseaux neurones profonds, le deep learning, dans l'IA moderne. Traduction automatique, reconnaissance vocale, vision par ordinateur. Quoique le domaine de la vision, il y a beaucoup de choses qui existent depuis des décennies sans deep learning. Mais enfin, passons. Tout cela est né de cette idée géniale en fait qu'un réseau neurone pouvait apprendre comme un cerveau humain. Alors c'est un comme avec des doubles cotes, c'est-à-dire que quand même entre crochets, il faut faire attention. Mais il y a beaucoup de similitudes. Alors quand vous entendez vous parler de réseau neurone aujourd'hui, souvenez-nous
Souvenez-vous, c'est pas neuf. Ça a débuté entre 56, la conférence de Dartmouth, et 1959, le premier réseau neuronal réellement créé, ou 58. Je crois que 59, c'est le concept de machine learning qui a été plus clairement défini. On va attaquer le quatrième pilier, les théories liées à la complexité des calculs. J'ai traduit ça de l'anglais. Voilà, c'est la théorie du sizing, enfin voilà. Maintenant, imaginez que vous demandez à un ordinateur de résoudre un problème simple, comme trouver un mot dans un dictionnaire. Facile, franchement c'est facile. Mais si vous lui demandez de résoudre un problème beaucoup plus complexe, comme planifier un itinéraire optimal pour un voyageur entre plusieurs villes ou de prouver un théorème mathématique, ça peut devenir un vrai cauchemar. C'est exactement ce qui préoccupait les pionniers de l'IA à Dartmouth. Comment mesurer la difficulté d'un problème et la complexité d'un calcul. En gros, comment on peut avoir les outils, les théories qui nous permettent presque de dimensionner la machine nécessaire pour régler un problème et comparer différentes stratégies pour trouver la meilleure à moindre frais. C'est exactement ça. Pour eux, si on donnait à la machine un problème bien défini, c'est-à-dire un problème pour lequel on peut vérifier automatiquement si une solution proposée est correcte, il y avait une méthode simple, mais très lente pour la résoudre. Tester toutes les solutions possibles, une par une. Par exemple, si vous jouez aux échecs, encore une fois, et que vous essayez toutes les combinaisons possibles du coup pour trouver le meilleur, vous allez passer énormément de temps, mais ça va marcher. C'est ce qu'on appelle la méthode de force brute, ou de brute force en anglais, et c'est très inefficace parce que très vite ça ne devient pas du tout utilisable. Les fondateurs de l'IA voulaient trouver mieux. Comment faire pour résoudre les problèmes plus vite? Et c'est pour ça qu'il fallait être capable de mesurer la complexité des problèmes et des calculs. En gros, il s'agissait de comprendre combien d'étapes sont nécessaires pour résoudre un problème, quelle est la quantité de mémoire et de temps dont on a besoin, comment comparer l'efficacité de différents programmes. Claude Shannon, et je vous ferai une vidéo sur lui, par exemple, avait déjà commencé à réfléchir à la théorie de l'information et la complexité des fonctions. Prenons un exemple concret. Vous avez un problème mathématique comme le problème du voyageur de commerce, un classique en IA. Trouver le meilleur chemin, le chemin le plus court pour visiter plusieurs villes en une seule fois. Si vous testez toutes les possibilités, les nombres de solutions explosent en fonction du nombre de villes. La complexité est dite exponentielle. Et c'est très difficile, voire impossible à gérer. Les chercheurs se sont donc demandé comment classifier les problèmes selon leur complexité et comment concevoir des algorithmes plus malins pour résoudre plus efficacement. C'est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la complexité algorithmique, un des piliers de l'informatique moderne. Vous devez comprendre qu'il s'agit vraiment de réfléchir à comment on doit réfléchir pour régler un problème. Sans ces questions sur la complexité, l'IA n'aurait jamais pu dépasser le stade de jouet intellectuel. Les pionniers auraient compris qu'il fallait des méthodes pour filtrer les approches inefficaces. Ils avaient compris ça et se concentrer sur les solutions les plus prometteuses. On doit trier les approches. Bref, ce quatrième principe fondateur de l'IA, c'est comment mesurer et optimiser la complexité des calculs pour rendre l'intelligence artificielle efficace et applicable à des problèmes réels. Et pour information, si on y réfléchit bien, le boom de OpenAI avec ChatGPT, c'est juste l'illustration de ce travail de réflexion. Pour beaucoup, les transformers étaient intéressants, mais on n'a pas pensé à utiliser énormément de données. Il y avait quelque chose de peu élégant. Complexité algorithmique faible, nécessité d'avoir une puissance de calcul hallucinante et une quantité de données hallucinante, mais en appliquant cette démarche, ils ont pu identifier que, intuitivement non d'ailleurs, que c'était faisable, et ils l'ont fait. Et c'est en pensant ça qu'on peut parfois se débarrasser de préjugés, comme moi j'avais, pour tout simplement se constater qu'une solution est faisable et peut aboutir à des résultats incroyables, comme l'ont été les LLM. On va attaquer mon sujet préféré, mon pilier préféré de l'IA, le cinquième, ce qu'on appelle en anglais le self-improvement, l'auto-amélioration. C'est à cause de ça, souvent d'ailleurs, que je dis que le machine learning, le deep learning in batch n'est pas vraiment de l'IA. Mais je vous explique. Imaginez une machine qui serait capable non seulement de résoudre des problèmes, mais aussi de s'améliorer elle-même, d'apprendre de ses erreurs et de devenir plus performante à chaque nouvelle expérience, comme le fait par exemple AlphaGo avec son système d'apprentissage par renforcement. C'est exactement ce que les pionniers, les fondateurs de l'IA à Dartmouth en 1956 avaient en tête lorsqu'ils ont parlé et exploré le concept de self-improvement, auto-amélioration. Pour eux, une machine vraiment intelligente ne pouvait pas se contenter de suivre un programme figé. Elle devait pouvoir évoluer au fil du temps, adapter son comportement et même optimiser sa propre programmation.
À l'époque, cette idée était complètement dingue. La plupart des ordinateurs étaient des machines rigides qui faisaient exactement ce qu'on leur disait de faire, pas plus, pas moins. Mais McCarthy et ses collègues ont eu l'intuition que la clé de l'intelligence était justement dans la capacité à s'auto-réinventer, à s'améliorer automatiquement. Comment faire pour qu'une machine soit capable de s'améliorer toute seule? Concrètement, ça voulait dire quoi? Que la machine devait être capable d'analyser ses propres résultats, c'est la boucle de feedback par exemple en cybernétique, et à les comparer à ses objectifs, ses consignes en cybernétique. Qu'elle devait pouvoir repérer ses erreurs, comprendre pourquoi elle s'était trompée et corriger ses erreurs pour faire mieux la fois suivante. Qu'elle devait pouvoir modifier son propre programme, une sorte de mise à jour automatique avant l'heure. Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Imaginez un robot qui joue, allez, encore une fois, aux échecs. Au début, il perd tout le temps. Mais après chaque partie, il analyse ses coups, compare ses stratégies gagnantes et perdantes et ajuste son jeu pour être plus efficace la prochaine fois. Pour la petite histoire, avec un de mes stagiaires à l'époque, on avait utilisé le système d'apprentissage par renforcement d'OpenAI. C'était en 2019. Et on avait vu justement sur le jeu, le casse-brique, le Pong, pardon, sur le Pong, on avait vu ça, le Pong, au fur et à mesure, jour après jour, le système s'améliorait. Cette idée faite d'auto-amélioration, elle est au cœur d'une partie du machine learning et du deep learning. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, mais on le trouve aussi sur plein d'autres types d'algorithmes. Ce sont en gros des algorithmes qui sont capables de s'améliorer étape après étape. En 1956, les moyens technologiques étaient limités, mais les chercheurs de Dartmouth avaient déjà compris le véritable défi et n'était pas seulement de programmer une machine pour qu'elle limite l'intelligence humaine, mais lui donner les outils pour progresser par elle-même, l'autonomie à s'améliorer elle-même. Ce cinquième principe fondateur de l'IA, c'est donc comment permettre à une machine de progresser et de s'améliorer tout seul, comme un enfant qui apprend de ses erreurs et devient meilleur jour après jour. Sans ce principe, l'IA se restait figée, incapable de s'adapter à de nouveaux problèmes. Grâce à cette idée d'auto-amélioration, on a ouvert des portes à des systèmes capables d'apprendre et s'adapter. Un des exemples, celui que je cite régulièrement, c'est les robots Attila de Ron Brooks qui apprenaient par eux-mêmes à marcher, à se déplacer. En gros, chaque processeur, chaque membre, puisqu'il y avait une intelligence distribuée, finissait par comprendre comment se coordonner pour pouvoir faire que la fourmi artificielle, dont ils étaient attachés, membres, puisse enfin réaliser son objectif, se déplacer. On va passer maintenant à l'avant-dernier pilier de l'intelligence artificielle, la notion d'abstraction. L'un des plus grands défis de l'intelligence artificielle, c'est de faire en sorte qu'une machine puisse comprendre et manipuler des concepts abstraits. Pourquoi? Parce que l'intelligence humaine repose justement sur notre capacité à généraliser à partir d'exemples concrets et à regrouper des idées sous des catégories plus larges. Les pionniers de l'IA se sont donc demandé comment définir et faire former des abstractions à une machine. Une abstraction, c'est quoi au juste? On va prendre un exemple. Quand on voit plusieurs photos de chiens différents, on est capable de comprendre qu'il s'agit toujours d'un chien, malgré les différences de race, de taille ou de couleur. De même, quand on voit des pommes rouges, puis des pommes vertes, on sait que ce sont tous des pommes. C'est cette capacité à extraire l'essence commune d'objets variés, c'est ça qu'on appelle l'abstraction. Pour nous humains, c'est naturel, mais pour une machine, c'est un sacré défi. Les chercheurs à Dartmouth savaient que pour qu'une IA soit vraiment intelligente, elle devait être capable de manipuler, de jouer avec des abstractions. Par exemple, créer des catégories comme animal, véhicule et d'autres, former des règles logiques. Si c'est un oiseau, alors il peut voler, même s'il y a des exceptions. Comprendre des relations comme plus grand que, à côté, contient, etc. Dans leurs propositions, ils insistaient d'ailleurs sur le fait qu'il existe plusieurs types d'abstractions. Certaines abstractions sont bien définies, d'autres sont encore floues. Il fallait donc d'abord classer ce type d'abstraction et ensuite imaginer comment les machines pourraient les former automatiquement à partir de données sensorielles, de data, de données collectées dans leur environnement. Pour donner un exemple concret, imaginez un robot qui observe des objets ronds et rouges et qui comprend peu à peu que ce sont des pommes. Puis une pomme est un fruit et un fruit est un aliment. Il passe donc du concret, l'objet, à l'abstrait, les catégories associées, ça veut dire l'aliment, le fruit. Cette capacité est indispensable à l'intelligence artificielle et à l'intelligence tout court, car elle permet de résoudre des problèmes plus généraux au lieu de réinventer la roue à chaque fois, par exemple par analogie, de transférer des connaissances d'un domaine à un autre, de mieux communiquer avec des humains aussi.
Sans cette notion d'abstraction, une machine serait condamnée à traiter chaque problème comme un cas isolé, incapable de généraliser et d'apprendre efficacement. La notion d'abstraction d'ailleurs était très intéressante parce qu'elle a été déjà manipulée avec l'IA symbolique, l'IA des systèmes experts. On peut faire de l'abstraction par exemple en Prolog ou en Lisp. Aujourd'hui, les recherches sur les réseaux neurones et les modèles de langage intègrent implicitement cette idée-là. On forme des embeddings, des représentations vectorielles qui permettent surtout aux machines de capturer des relations abstraites entre les mots, les images et les idées. En bref, ce sixième principe fondateur de l'IA, c'est comment faire pour qu'une machine puisse former des abstractions à partir de données pour généraliser et raisonner comme un humain. Grâce à cette réflexion qui est... Enfin, c'est comment dire, c'est hallucinant. On ne se rend pas compte à quel point, en 1956, on a défini toute l'IA depuis et ces piliers restent encore valides. Et vous verrez, même le dernier pilier reste encore valide. C'est juste vertigineux. Voilà, allez, on va passer au dernier pilier. Avant de commencer le dernier pilier, on va parler un peu de l'histoire des médicaments. Fleming qui invente la pénicilline par accident à cause d'une erreur de manipulation, et c'est exactement ça le dernier pilier. Le dernier pilier de l'IA, c'est le hasard et la créativité. En gros, pour clore ce voyage, je sais ça a été long, j'espère que si vous avez tenu jusqu'ici, bravo. Pour clore ce voyage dans les principes fondateurs de l'IA, posés et définis lors de la conférence de Dartmouth, on arrive à un concept fascinant, le rôle du hasard dans la créativité. Les fondateurs de l'IA se demandaient qu'est-ce qui fait la différence entre une machine qui réfléchit comme un automate et une machine qui peut inventer, imaginer, être créative. Ils ont eu une intuition géniale. Peut-être que la créativité, c'est en partie une question d'accident, de hasard, un ingrédient aléatoire ajouté dans le processus de raisonnement pour casser les routines et explorer des pistes nouvelles. Avec bien sûr des pistes qui seraient bonnes et des pistes qui seraient mauvaises. Et on ferait le tri et ainsi de suite. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous, les humains, avons une intuition ou un éclair de génie, bon, ça risque pas de m'arriver, il y a souvent une part d'aléatoire, un essai inattendu, un changement de perspective. J'allais dire de la consommation de drogue, mais pas du tout en fait. Quoique, peut-être dans le cas du LSD, mais passons. En IA, les chercheurs pensaient qu'un ordinateur trop strict, qui suit toujours les mêmes règles, risquait d'être limité dans cette créativité. Alors pourquoi ne pas introduire un peu de hasard, un peu de bruit de hasard, mais contrôlé dans les programmes. Un peu comme si la machine avait parfois des petits coups de folie de temps en temps pour tester des solutions inattendues. Durant la conférence de Dartmouth, pendant les échanges, on a proposé que la machine injecte du hasard dans ses raisonnements pour sortir des schémas habituels, utilise ce hasard pour faire des hypothèses folles qui pourraient conduire à des découvertes inattendues. Alors attention, dans la très grande majorité des cas, ça aboutit à que dalle. Mais parfois, on a un heureux accident. Puis combiner ce hasard avec de l'intuition pour guider l'exploration de nouvelles idées. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps, alors la vidéo n'existe plus, sur l'intuition artificielle, mais je pense que je vous referai une vidéo sur ce sujet. On va prendre un exemple concret. Imaginez un programme de résolution de problèmes mathématiques. Normalement, il suit des règles strictes pour trouver la solution. Mais si on lui permet de sauter un raisonnement logique de temps en temps, d'aller piocher un autre un peu au hasard par analogie, il pourrait trouver une piste nouvelle qu'on n'aurait jamais imaginé, parce qu'on est toujours formaté aussi par des habitudes. Le documentaire sur AlphaGo est intéressant. Lee Sedol, le champion du monde, a changé sa manière de jouer au Go à cause de sa défaite contre AlphaGo. Parce que AlphaGo avait montré et avait eu des victoires avec des coups qui étaient considérés comme pas corrects, inhabituels, peu efficaces, par préjugé et par culture. Et donc introduire du hasard, c'est aussi la possibilité de casser certains dogmes. Cette idée en fait de hasard est devenue très importante dans des domaines comme les algorithmes génétiques, qui utilisent les mutations aléatoires pour explorer de nouvelles solutions. Les méthodes, alors Monte Carlo c'est un grand classique, qui font des échantillonnages aléatoires pour estimer des résultats. Les jeux vidéo ou l'art génératif, là aussi il y a des choses pas inintéressantes. Mais il faut savoir qu'en 1956, cette idée de mêler le hasard et créativité était juste révolutionnaire. On était à l'an zéro de l'intelligence artificielle. Ces chercheurs, tous réunis à Dartmouth, ont compris que l'IA devait non seulement raisonner, mais être aussi capable d'explorer des solutions inattendues pour devenir réellement intelligente. Et si on résume tout ça, le septième principe fondateur de l'IA, c'est donc comment intégrer du hasard pour permettre à une machine de dépasser les solutions prévisibles et d'accéder à la créativité.
Et grâce à cette vision, on a ouvert la porte à des machines capables d'innovation, y compris pour trouver des stratégies, comme les robots de neural networks et bien d'autres systèmes. C'est un aspect absolument hallucinant. Maintenant, l'exercice, ça consiste à combiner ces 7 piliers, à essayer de les maîtriser, de les comprendre, de les mettre en œuvre quand on programme, quand on développe une solution d'IA. Quand vous avez tous ces piliers couverts, c'est juste hallucinant. Alors le premier, il est implicite puisque c'est nos ordinateurs et nos langages de programmation, les deux premiers, mais vous devez comprendre que si vous prenez le temps de comprendre chacun de ces piliers, c'est littéralement vertigineux tout ce qu'on peut faire comprendre de l'IA. C'est pour ça que je voulais vous parler de ces piliers de l'IA. Et le plus dingue, c'est que la plupart paraissent ultra modernes et pourtant ils ont quasiment 70 ans. 70 ans. C'est-à-dire qu'ils ont été pensés bien avant ma naissance. Mes parents avaient une dizaine d'années à l'époque. Je trouve ça juste vertigineux. Et si je vous raconte toute cette histoire que je trouve juste incroyable et fantastique, c'est juste pour vous remettre en perspective ce qu'est réellement l'IA. Toute l'histoire de l'IA, tout ce qu'implique l'intelligence artificielle. Utiliser des LLM, c'est utiliser une toute petite partie de l'IA, une petite représentation, c'est vraiment la pointe du haut de l'iceberg. Mais si vous voulez apprendre l'IA, plongez-vous dans l'histoire de l'IA, plongez-vous dans toutes les pratiques de l'IA. Ça prendra plusieurs années, mais là, vous deviendrez un vrai expert en intelligence artificielle. Je me suis éclaté à faire ce texte et à lire ce texte. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos remarques. Merci encore aux membres du forum lelabduvieuggeek.com. Vous êtes mes meilleurs conseillers, mes meilleurs supporters. Et je vous prépare bientôt une surprise pour début juillet, vous verrez. Mais voilà, un énorme gros merci. Il y en a certains avec qui j'échange de plus en plus. C'est vraiment très très agréable. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver sur lelabduvieuggeek.com, évidemment. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager. J'ai fait plein d'autres vidéos. En général, mes préférées sont celles qui sont le moins vues, mais enfin voilà, vous pouvez cliquer sur le lien de la chaîne. Et puis surtout, abonnez-vous. Il y a 20% d'abonnés pour 80% de non-abonnés, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas la fin du monde, mais voilà, ça me ferait plaisir. Voilà, c'est tout. Je suis un petit youtubeur amateur, mais enfin bon, je vais pas répéter. Sur ce, un grand merci. J'ai kiffé la réalisation de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié son contenu et que ça vous a ouvert des portes et des idées vers un monde absolument hallucinant. Moi, je me suis éclaté, donc rien qu'une chose, deux choses. Merci, puis à la prochaine. Allez, ciao.